Donc bonjour à tous. Ce soir, je reçois le responsable syndical, le secrétaire national du MODEF, Mouvement de défense des exploitations familiaux, premier syndicat créé en scission de la FNSEA en 1959. Donc Didier, tu es agriculteur dans l'Hérault, secrétaire national. Je te laisse la parole, tu vas me parler de la crise, tu vas me parler du vin, tu connais bien. À toi la parole. Ouais, ben bonjour, merci de m'avoir invité sur ta chaîne pour parler d'un sujet quand même assez important, la viticulture. Pourquoi important? Parce que la viticulture en France et en Europe, c'est pas un gadget, ça pèse très lourd économiquement. Juste pour commencer, quelques chiffres de manière à bien situer les choses. Donc, en Europe, on a à peu près 3,6 millions d'hectares de vignes, dont 75% est concentré entre l'Espagne, la France et l'Italie en termes de surface. C'est à peu près en production, en Europe, c'est à peu près la moitié de la production mondiale de vin, hein, en totalité. Bon, pour la France, bon, ben, les vins français, c'est pas la peine de disserter 2 heures là-dessus. Ça fait partie des plus grands vins au monde, que ce Oui. soit bon, champagne, les alcools comme le cognac, l'armagnac, enfin bref, j'en passe, des vertes et des pas mûres. Alors, en France, c'est 700 000 hectares de vignes. Qui fait un peu moins de 3% de la SAU. Et à peu près, alors bon, les chiffres ça diffère, mais autour de 70 000 viticulteurs en France, à peu près. Alors, on peut avoir des viticulteurs à titre principal ou des viticulteurs en polyculture, c'est mon cas, puisque je suis maraîcher aussi. Et donc, et en même temps, c'est quand même au niveau de la balance, au niveau des exportations, on est juste derrière Airbus, Oui. puisque les exportations, on a battu des records il y a 2 ans, je crois. On était à 14 milliards aux exportations de vin. Donc, c'est colossal, quoi. Tu parles le vin et les spiritueux, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout confondu. Je peux vous dire que si les Allemands, ils avaient ça, je peux vous garantir qu'ils protégeraient mieux que ce qu'on est protégé, nous, hein. Donc tout ça, en fait, en Europe, tout ça est cadré par alors la PAC, mais nous, on est à part, on est dans une OCM 20, l'Organisation commune du marché du vin. Alors pour vous donner un ordre d'idée, l'OCM, ça représente 1,2 milliard d'euros donc pour l'Europe. Et en France, c'est à peu près, alors ça varie les années, c'est autour des 280 millions d'euros. Voilà. Si vous divisez 280 millions d'euros par le nombre d'hectares produits, ça vous fait 400 euros par hectare chaque année. Alors ça, bien sûr, c'est des chiffres complètement... c'est pas qu'ils sont débiles, mais c'est juste pour donner une idée, mais on n'a pas 400 euros par hectare, hein. Mais voilà, c'est pour dimensionner les choses, quoi. Et donc cet CM20 a été mis en place dès le début de la création de l'Europe en 57. Bon, ensuite, en 62, la PAC. Et puis est arrivée donc la première OCM 20 vraiment en 70, 1970. Et il n'y en a pas eu tant que ça, hein. Il a fallu, la dernière date de 2008. En fait, il y en avait une en 1999, mais elle était imparfaite. Donc ils l'ont retoquée en 2008. Et celle de 2008 est toujours en application et c'est celle qui pose le plus de problèmes puisque, en fait, pour faire simple, dans les mesures pour encadrer le marché ont pratiquement toutes disparu au profit de libéralisation de ces mesures, donc. Et dont la dernière en date, c'est en 2015, la suppression des droits de plantation. Et je me rappelle très bien, puisque j'avais mené une commission viticole, puisque je suis le président de la commission viticole nationale du MODEF. On avait mené une commission à Bombe de Venise. À cette époque-là, c'était Bruno Le Maire qui était ministre de l'Agriculture. Oui. Il sera ensuite suivi par Monsieur Le Foll. Enfin, suivi, mais c'est la même politique, hein. Et où on avait annoncé, on avait dit attention, si vous supprimez ces droits de plantation, on va vers une crise du vin d'ici 5 à 10 ans. Ben ça y est, on y est. Oui. Alors bien sûr, ce n'est pas qu'à cause de cela, mais Non. disons que ça a construit, ça a permis donc de déstructurer un marché du vin qui non seulement est puissant, mais très spéculatif. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un petit problème et par exemple, on va prendre l'exemple du cognac, qui est Oui. en crise à l'heure actuelle, Oui. alors qu'on nous expliquait que tout allait bien. D'ailleurs, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Tout va bien jusqu'à ce que ça s'écroule. Alors là, voilà.
Et donc le cognac, en fait, pour faire du cognac, à la différence de chez nous, on fait de l'alcool aussi, mais nous on le fait à base de marc de raisin. On fait pas à base de vin de raisin. Mais cognac, ils font du vin, donc ils transforment le raisin en vin et ensuite le vin en alcool. Si vous comprenez bien que s'ils n'ont pas de marché, ils vont pas mettre à la chaudière des raisins, Non? du vin, pardon. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont balancer ça sur le marché du vin blanc. Et il suffit de cela pour faire baisser le cours du vin blanc. Et Oui, parce ensuite, qu'ils sont payés en hectolitres d'alcool pur. oui, mais à condition de faire de l'alcool. Mais si tu fais pas de l'alcool, ça part dans le marché du vin. Alors, Et on a le donc, droit. tu es en train de nous expliquer, et au niveau du MODEF national, tu t'es battu depuis, comme moi, très longtemps, tu es en train de nous expliquer que la non-gestion des volumes, hein, comme dans les autres productions dans le lait, a tout écroulé. Et donc, est-ce que dans le vin, on disait que, alors ça a dû changer ça, il y avait un tiers qui partait au négoce, un tiers en coopérative et un tiers au détail. C'est pas tout à fait ça au niveau français. Alors, non, c'est pas ça du tout. En fait, on n'en sait rien puisque Ah bon? autant un viticulteur, lui, il est surveillé par les douanes, il est Oui, surveillé par Agrimaire, France Agrimaire, il est surveillé par les appellations ODG, comme tout ce que tu veux. Donc, nous, on a les chiffres. Bon, ben, c'est clair et net. Ils savent combien on produit, ils savent combien on nous paye, etc. Chez un négociant, tu vas mettre le nez, toi. Tu rentres pas, hein. Donc, on ne sait pas du tout les marges qui se font. Moi, la seule chose que je sais, c'est combien on me l'achète, il y a combien je le retrouve à 10 kilomètres de chez moi. Si ça t'intéresse, je peux te donner ce chiffre-là. Voilà. oui, le Moi, chiffre que tu m'as déjà donné sur un oui. verre de vin, il revient 3 4 centimes au viticulteur, c'est ça? Alors, ça dépend de la qualité. Mais moi, sur un IGP Pays d'Oc, c'est 6 centimes le verre. Alors IGP, C'est, I- oh, excusez-moi, indication géographique protégée. voilà. Voilà. C'est pas loin de la l'AOC. Oui, Donc, je me AOC, retrouve. AOC, c'est appellation d'origine contrôlée. Voilà. Et les AOP, appellation d'origine protégée, l'AOP c'est européen et l'AOC c'est français. Voilà. Mais c'est la même chose, hein. Mais donc, en fait, si tu veux, moi, la bouteille Oui, de vin, enfin, l'équivalent hein, de 75 centilitres de vin, oui. il part de chez moi, enfin, de ma cave coopérative, on va dire autour des 60 centimes. Je fais 10 kilomètres et je le retrouve à 10 euros dans le supermarché du coin, quoi. De Et c'est 60 centimes à 10 euros. Oui, et c'est mon vin. Parce que c'est une marque particulière. Je sais que enfin, mon vin, c'est des copains, hein, mais ça vient de chez moi, quoi. Donc, je le sais, hein. Il y a pas, là, il n'y a pas photo. Donc, ça, je le sais. Par contre, va demander à un négociant qui te montre ses marges et tout, bah, tu vas attendre longtemps, hein. C'est mieux gardé que Fort Knox aux États-Unis, hein. Et c'est ça le problème, parce que il faut bien comprendre que pour que je gagne ma vie correctement, il faudrait on me double le prix du vin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà. Et je pense que c'est partout pour tout, hein. Oui, c'est Donc, pareil grosso pour modo, nous. voilà, mais c'est la même politique. Donc, Oui, le verre de vin que tu achètes 3 euros, 4 euros, moi je l'ai vu à 7 euros à Nîmes à côté de la chambre d'agriculture de Nîmes, dans un restaurant, 7 euros le verre. Bon, le pays du vin, hein. Bon, eh bien, il suffirait qu'on me donne 7 centimes de plus pour que je vive correctement. Alors, la question qu'il faut se poser, parce que c'est ça la question, à mon avis, la principale, pourquoi on ne donne pas ces 7 centimes? Pourquoi aucun syndicat ne se bat réellement pour qu'on obtienne ces 7 centimes de plus? Parce que n'importe quel consommateur te dira, bah oui, moi, 7 centimes, je les donne. Sauf que c'est pas le consommateur qui les donne, c'est le marché qui veut pas les donner. C'est c'est pas la ça. même chose. C'est ça. Et ces 7 centimes, en fait, pour la région Occitanie, pour vous donner un ordre d'idée, la région Occitanie, c'est à peu près 15 millions d'hectolitres de vin. Donc, s'il fallait que, on passe de 7 centimes à 14 centimes le verre, ça Oui. voudrait dire qu'il faut qu'ils doublent, qu'ils nous vendent, enfin, qu'ils nous achètent le vin 2 fois plus cher. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils nous donnent 1 milliard de plus. Voilà. Ben, un C'est milliard, c'est rien du tout sur une région. Ah, c'est rien du tout sur une région, mais dans la poche du négociant, c'est beaucoup. D'accord? Parce que Et les donc, négociants, en fait, la politique qu'ils ont menée, que ce soit Sarkozy, Hollande,
Et celui actuel, Macron, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, concentrez-vous, concentrez l'offre pour affronter la concentration de la demande. Autrement dit, vous, les producteurs, concentrez-vous. Et en face, ils se concentrent aussi, c'est-à-dire ils sont là en monopole ou en oligopole. La différence, c'est que eux, quand ils se concentrent, ils deviennent plus puissants Oui. et nous, on s'affaiblit. Et Oui. donc, c'est pas la solution. Donc, Voilà. il y a la non-répartition de la marge à l'intérieur du pays. Tu as bien pris l'exemple, hein. Toi, tu es viticulteur dans l'Hérault. Et tu as ensuite, tu dirais, les vins étrangers, parce que dans le monde, ceux qui sont capables de produire les moins chers, c'est quoi? C'est le Chili? Ouais, c'est un peu partout, hein. Non, je pense que un de ceux qui produit le moins cher, c'est la France, hein. Ah bon? Ah oui. Bah, disons qu'en fait, comment t'expliquer? C'est à la fois, un coup, ils vont se servir en Espagne, Oui, donc ils font baisser les prix en France. oui, Et quand le prix en France est plus intéressant, parce qu'il faut bien comprendre que dans le prix du vin, il y a aussi le coût du transport. Quand tu es dans une inflation due au carburant, etc., des fois, c'est plus avantageux d'acheter sur place en faisant une pression des prix que d'aller chercher au fin fond de l'Espagne. Donc, en fait, de toute manière, eux, c'est comme un sketch de Coluche, tu sais. C'était le jeu à qui perd. Face, tu perds, pile, je gagne. De toute manière, on se fait plumer, quoi, hein. Donc, et les vins italiens aussi, sans doute. alors les vins italiens aussi, bien sûr, la viticulture en général italienne, parce qu'il y a aussi les raisins de table. Oui, oui, les vins italiens peuvent faire. En plus, ils sont très agressifs au niveau commercial. Mais bon, voilà, oui, ben ils jouent avec ça. De toute manière, pourquoi il y a eu des révoltes de vignerons dans les années 70? Pourquoi l'OCM20 date de 70? Parce que de 1962 à 1970, ce qu'il faut savoir, ça je l'ai lu dans un mémoire d'une historienne dont les parents étaient viticulteurs dans l'Aude. Elle a fait dans son mémoire là-dessus. Et en fait, elle a expliqué, elle a tout trouvé, hein. Elle a expliqué que en 62, dans les accords d'Évian, lors de la guerre d'Algérie, il y a eu un accord secret entre le gouvernement algérien et le gouvernement français, les négociants de vin français, pour continuer les importations de vin algérien sans le dire, pour faire pression sur les prix, pour toujours faire plus de gains. Et pourquoi jusqu'à 70, 71? Parce qu'en fait, ensuite, à partir de 70, dans la création de l'OCM 20, c'est les vins italiens qui ont remplacé les vins espagnols puisque les frontières étaient ouvertes, complètement ouvertes. Donc toutes les révoltes de vignerons qui ont eu lieu dans le Languedoc pendant les années 60, les années Oui. 70, les 80, c'est pas parce que le vigneron il savait pas faire du vin, c'est pas parce que le vigneron était feignant, c'était pas parce que non, c'est parce que par derrière il y avait des accords pour faire rentrer des vins alors que c'était interdit et des accords secrets entre les différents gouvernements algériens, français et italiens. Donc, c'est bien la libéralisation du commerce qui a détruit les viticulteurs. Oui, totalement. Et qui continue. Mais par contre, là, ça prend un tournant un peu particulier. Encore, je discutais avec un viticulteur il y a pas quoi, en début d'après-midi, et qui est pas du tout au MODEF, hein, et qui me dit Didier, je crois que je suis la dernière génération. Après nous, il n'y aura plus personne. Et j'ai bien peur qu'il ait raison. Parce que quand tu regardes la pyramide des âges, ça fait peur. Elle est complètement inversée. Et tu vois pas comment il peut y avoir une régénération, enfin une nouvelle génération qui prend le flambeau, quoi. Là, Donc, il y a des questions à se poser, hein. on voit beaucoup d'arrachage. Dans le Bordelais, il arrache. Oui, dans le Bordelais, ils arrachent, ça s'arrache un peu partout. J'ai vu les derniers. Alors bon, on peut faire un petit laïus sur l'arrachage, hein. Oui. Ils partaient sur 100 000 hectares, hein. Ils avaient prévu 100 000 hectares, on va arracher, vous allez voir ce que vous allez voir. Et en définitive, il va même pas s'arracher 30 000 hectares. Pour une bonne et simple raison, c'est que les primes ne sont pas assez incitatives. C'est-à-dire que, en fait, la prime couvre à peine l'arrachage. Donc, quand tu es, voilà, il faudrait, les dernières primes d'arrachage qu'on a eues à l'époque, c'était l'équivalent d'aujourd'hui de 14 000 euros. Tu vois? D'accord. Et aujourd'hui, ils te proposent 4 000 euros. C'est-à-dire que je sais même pas s'il te faudra pas encore sortir des sous.
de l'argent, quoi. Parce que arracher une vigne, ça coûte cher, hein. Il faut dépalisser, faut enlever les ceps de vigne, il faut tout nettoyer, quoi. Donc, ce qui risque de se passer, c'est plutôt des abandons de vignes. C'est-à-dire que les gens disent, eh ben, au moins, ça me coûtera rien et j'abandonne la vigne. Et j'en vois plein. On en Et ben voit, alors le propriétaire de la terre, il va se retrouver avec une vigne en friche. oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un sénateur, je crois que c'est un sénateur MoDem, qui a voulu faire une loi pour sanctionner les viticulteurs qui n'arracheraient pas proprement leur vigne. Alors, ce qui fait qu'en fait, c'est toujours les mêmes qui sont. Donc, voilà, ils n'ont pas d'autre solution, hein, à part taper sur les vignerons. Ils sont très bons pour ça au Sénat, ouais. Mais ils pourront pas l'arrêter parce que si tu veux. Quand t'en as un qui le fait, ça va. Mais si t'en as des milliers et des milliers qui abandonnent les vignes, tu vas pas pouvoir foutre un manche à tout le monde, tu vois. Donc Ils ont pas, la quoi. non-gestion des volumes, l'arrêt des droits de plantation, la libéralisation des droits de plantation. J'avais vu qu'en Chine, ils ont planté des millions d'hectares, donc aucune régulation pour effondrer les cours. Donc l'avenir du métier, tu le vois comment, toi, depuis... T'en as connu des crises, hein, t'en as mené des combats. Comment tu vois les choses? Alors, c'est rigolo que tu parles de la Chine parce que justement, j'aurais un truc à dire sur la Chine après. Comment je le vois? Oh ben mal, très très mal. Mais je le vois pas que mal que pour la viticulture, quoi. Et je le vois pas mal non plus que pour l'agriculture. On sent quand même qu'il y a une crise mondiale d'un système qui en peut plus, un Oui. système capitaliste, et on voit très bien se dessiner les contours de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils ont la seule solution qu'ils vont trouver, c'est comme à chaque fois, ça va être la guerre, hein. Ça, c'est clair et net. Je pense qu'il y en a beaucoup dans leur tête, c'est comme ça, quoi. Donc, ils ont compris, quoi. C'est un peu, tu sais, un bateau qui aurait pété son gouvernail et puis c'est le vent qui emporte tout, quoi. Et on verra bien où ça nous amène. On a cette impression, quoi. Donc, en termes de génération, je t'ai dit, il y en aura très peu. Voilà. Alors, ils essaient de trouver des alternatives à cela. Ils prévoient Ils ont inventé une machine à tailler, soi-disant, pour mécaniser à outrance, pour pouvoir, avec une seule personne, enfin, un seul vigneron pourrait conduire 100 hectares, 200 hectares de Ah vignes. oui. Voilà. Sauf que ça, c'est pas une solution, on le sait. Non. Mais bon, voilà, ils ont que ça, hein, voilà. Et bon, et puis il y a un autre problème, c'est que il y a aussi, alors là on touche du doigt, à mon avis, quelque chose qui fait mal, c'est que nous avons des organisations professionnelles qui Oui. normalement sont là pour nous défendre Oui. et qui ne nous défendent pas puisque eux, ils défendent le marché. Tout à Et fait. ils t'expliquent qu'en défendant le marché, comme on a des intérêts communs, comme si moi j'avais un intérêt commun avec Castel, tu vois, le plus gros négociant de vin du monde. C'est ça. Et donc ça, c'est leur croyance. Et le problème, c'est que moi, ça me gêne pas hein, qu'ils croient à ça. Mais le problème, c'est qu'ils l'appliquent. Alors, on l'a vu avec les droits de plantation, où c'est la profession qui a demandé la liquidation des droits de plantation, c'est quand même formidable. Notamment un organisme qui s'appelle ACNAOC, hein, qui représente toutes les AOC de France et qui était à fond pour la suppression des droits de plantation. Les coopératives, les chambres d'agriculture et les syndicats agricoles, hein, parce que, à part le MODEF, euh, un petit peu timidement la Confédération paysanne, mais du bout des lèvres, hein. Mais pour les autres, la FNSEA, l'EGIA et surtout la coordination rurale, ah, c'était formidable pour la suppression des droits de plantation. Donc, et quand tu vois que des syndicats agricoles ne défendent pas un droit, parce que droit de plantation, ça porte bien son nom, c'est un droit. Voilà, voilà. Eh ben, tu te dis, on est mal barré, quoi. Tu vois? Voilà. Et alors, la Chine, quant à la Chine, c'est rigolo parce que le 8 avril dernier, le président de la Fédération des caves coopératives de France, qui est un Gersois, a fait une conférence de presse. Et dans cette conférence de presse, il a expliqué qu'il y avait à peu près 20% des caves coopératives qui étaient dans le rouge. Oui. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 570 caves coopératives en France. Donc, une centaine seraient dans le rouge. C'est-à-dire, elles sont cramées, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il demande, ce brave garçon? Il demande l'activation d'une enveloppe de 10 millions d'euros Oui.
pour aider à la liquidation des caves coopératives. D'ailleurs, eux ils appellent ça des fusions, mais c'est des liquidations, hein. Oui. Donc, donc on utilise l'argent donc de l'OCM20 pour détruire l'outil de production. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, il a demandé à l'Union européenne, à Bruxelles, un prix couvrant au-delà de... Attendez, attends, un prix... Attends, je me rappelle, hein. Un prix qui prenne en compte les coûts de production, c'est-à-dire voilà, plus 20%, c'est-à-dire 20% dessus des coûts de production. Alors ça, c'est rigolo parce que, soi-disant que c'était impossible, hein, qu'on ne pouvait pas fixer des prix planchers ou quoi que ce soit. Bon là, pour l'occurrence, c'est un prix plafond, mais enfin, qu'on ne pouvait pas administrer l'économie, c'était impossible. Et dans le même temps, on apprend que les grands industriels du capitalisme européen de l'automobile demandent la mise en place de prix planchers pour les voitures électriques pour empêcher les Chinois d'importer des voitures électriques à 15 000 euros la voiture. C'est-à-dire que quand c'est pour les industriels, c'est possible, les prix planchers, mais quand c'est pour les agriculteurs, c'est pas possible. Alors Voilà. la notion de prix plancher, prix rémunérateur, coefficient multiplicateur, le MODEF chez toi, Didier, c'est Hmm. une revendication qui remonte à 1960. C'est vieux, hein? 59, Dès le 1959. début, dès le début. Oui, parce qu'en fait, alors c'était peut-être pas déterminé, c'était peut-être pas dit comme ça, mais l'histoire du MODEF, pourquoi ça s'appelle un MODEF? Parce que c'est un mouvement qui était à l'intérieur de la FNSEA à l'époque, Oui. quand il y a eu la mise en place du plan Manchol, c'est-à-dire le commissaire européen. Son plan était très simple, très très simple, hein. Il y avait 2,5 millions d'agriculteurs, il faut en garder 200 000. Voilà. Il Oui, faut liquider tout. Sico Manchol, vous vous étiez opposé au plan de Sico Manchol. Oui. Et son plan, et d'ailleurs il a mis en place, hein, il a mis le temps qu'il a fallu, mais il a été mis en place. Et en fait, et à l'intérieur de la FNSEA, il y avait parce qu'il n'y avait qu'un seul syndicat, il y avait beaucoup de petits paysans, et notamment de viticulteurs de l'Aude, Oui. qui disaient, mais nous, on n'est pas d'accord, quoi. Et donc, il y a eu un mouvement. Et puis, quand ils ont cru pouvoir peser sur les décisions, puis quand ils se sont aperçus que tout était pipé, que de toute manière, ils n'y arriveraient pas, eh ben, ils ont décidé de sortir de la FNSEA pour créer le MODEF. Alors, Et faut effectivement, rappeler qu'à cette époque-là, la FNSEA, après la guerre, il y avait qu'un syndicat. Le MODEF, le mouvement hein, de défense des exploitations familiaux, ça a été une scission de la FNSEA, comme tu le dis. Voilà. Et à cette époque-là, la Confédération paysanne et la coordination rurale n'existaient pas. T'es bien d'accord? ah oui. C'était la première scission agricole. Oui, d'ailleurs, la coordination rurale sera aussi une scission après le traité de Maastricht, alors que la Confédération paysanne n'est pas une scission, c'est une création alors des JAC, des jeunesses agricoles chrétiennes, associées avec les paysans travailleurs, et puis toute une carrière Il y de... avait les paysans travailleurs et les travailleurs paysans. Voilà, il y avait... Ouais, voilà. Enfin, ils ont fédéré tout ça après l'élection de François Mitterrand. Alors Mais effectivement, vous, pour revenir, vous vous êtes dès le départ avec Sico Manchol, les gens du MODEF, hein, qui sont décédés aujourd'hui, ont vu qu'on allait dans le mur. oui, et c'est pour ça qu'ils ont gardé, ils ont pris ce, en fait, le mouvement pour défense des exploitations familiales. Et Familial. ça, c'est quelque chose, parce qu'ils avaient bien compris que tout était là, quoi, qu'il fallait absolument garder ce caractère particulier des exploitations familiales, dont le capital est familial, et ne pas aller vers l'agro-business, quoi. C'est Et c'est ça. important ce que tu dis, dont le capital est familial. T'as vu Oui. ce que tu viens de dire? Oui, oui. Et en fait, ils avaient compris, hein, bon, après, faut avouer quand même que les gars qui ont créé le MODEF, c'était quand même des pointures, hein. C'est des anciens résistants, c'est des militants. Il y avait un militant. Alors, c'était les deux premiers, hein. Il y en avait un, c'était un militant communiste. Et l'autre, c'était un militant anarcho-syndicaliste. Bon, voilà, quoi. Voilà, ils avaient une analyse politique qui était autre que celle qu'on peut voir aujourd'hui dans différents syndicats agricoles, paysans. Ah oui, c'est des gars qui avaient une analyse de fond sur l'économie, hein. Oui, Tu sais, politique on a sur bien l'économie. connu, moi j'ai croisé Michel Glaise, qui est décédé l'année dernière. Michel Glaise, qui avait une licence en économie, une licence en droit, qu'il avait obtenue en 70, un truc comme ça. C'était des pointures, hein. Ouais. Oui, oui, ils avaient, voilà, ils comprenaient les choses, quoi. Ah oui, Ils perdaient pas du temps dans des impasses.
Voilà. Autre que l'importance du revenu, du prix, par le prix. En fait, le prix plancher, c'est l'équivalent pour le monde ouvrier du SMIC, quoi. C'est ça, C'est-à-dire, voilà, il faut se poser la question, qu'est-ce que seraient les salaires aujourd'hui en France s'il n'y a pas le SMIC, hein? tout à fait. Je suis pas sûr qu'ils soient aussi hauts, quoi. Et Sachant que le SMIC ne permet pas de vivre, hein, tu es d'accord avec moi? tout à fait, mais moins que le SMIC, c'est encore, tu vis encore moins bien. Mais ces prix, alors ces prix planchers, effectivement, doivent être collés ou accolés avec le coefficient multiplicateur. Parce que sinon, il faut que absolument les marges soient contrôlées et pour éviter à la fois des marges trop importantes, de l'inflation, mais aussi de la spéculation. Voilà. Et le coefficient multiplicateur qui a été demandé par le MODEF très tôt, bon, ça s'appelle, vous l'avez appelé comme ça, c'est un encadrement des marges, parce que vous avez compris que les industriels et la grande distribution allaient se gaver sur notre dos. En fait, c'est ça, Didier. Oui, d'ailleurs, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le coefficient multiplicateur, il a été mis en place en 45, hein, en même temps que la sécurité sociale. Enfin, beaucoup de choses ont été mises en 45. Et il a été supprimé je crois en 86. Par 86. Raymond Barre, par Raymond Barre. Non, 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 non. En 86, non. Non, enfin, pas par Raymond Barre. Le ministre de l'Agriculture de l'époque, c'était un certain Guillaume, qui François était. Guillaume, Voilà. qui a Et été président de la FNSEA. peut-être, ouais, je savais pas. Si. Et donc, et pourquoi ils l'ont supprimé? Parce que si tu veux, c'était très difficile pour le négoce, en tout genre, hein, négoce fruits et légumes notamment, Oui, de pouvoir faire des affaires avec l'Espagne et l'Espagne. Alors, il faut savoir que l'Espagne, dit que tu dis Espagne, c'est le Maroc, hein. Parce que comme ils ont eu un, enfin, tu le sais, hein, voilà, ils ont pied à terre au Maroc et le Portugal. Et le fait d'avoir fait péter ces coefficients multiplicateurs, ils ont pu faire rentrer des marchandises, donc des fruits, des légumes. Et c'est ce qui a tué les maraîchers, les arboriculteurs d'ailleurs dans les Pyrénées-Orientales. tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors toi, tu prends un exemple. À ce moment-là, il n'y avait pas Ursula von der Leyen, mais les mecs, Non. ils ont été ruinés quand même. Ah oui, ah oui. Ben, c'est la politique hein, qu'il faut changer, c'est pas les personnes, hein. On est d'accord. On est Si d'accord. c'était si simple que ça, on aurait qu'il suffirait de changer les personnes. Mais non, c'est pas si simple que ça. Mais, euh, mais, mais j'insiste bien là-dessus, hein, en fait, les prix planchers, ça va nous donner une rémunération minimum, donc, mais il faut pas jouer la carte, enfin, c'est mon avis, hein. Il faut faire le contraire, en fait, de ce que nous proposent certains syndicats agricoles, qui veut monter les paysans contre les non-paysans. Oui, Et je suis absolument contre ça parce que tu sois paysan ou que tu sois ouvrier ou employé qui achète une production, c'est pas qu'on a les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes intérêts, mais on a beaucoup d'ennemis en commun et oui, notamment les spéculateurs et j'en passe. Voilà. Et donc, en cadrant les marges, ça permet pour le consommateur de payer le vrai prix tout à et fait. non pas se faire arnaquer comme il se fait arnaquer. Enfin, moi, quand je vois le prix des fruits et légumes, je prends peur, hein, parce que je sais à combien ils partent, à combien ça part et à combien ça arrive, quoi. C'est Donc affolant. aujourd'hui, la politique gouvernementale, les PAT, les projets alimentaires territoriaux, où ils veulent consommer local, bio ou local, et la politique du gouvernement, puisque toi, tu es au national, tu vois pas d'avancée concrète, hein. C'est pareil que Hollande, quand on s'est croisés de nombreuses reprises, hein, Didier, que ça soit Hollande ou Sarkozy, oh, tu vois pas d'évolution, toi non plus. Non, il y en a. Si, ça s'aggrave. Oui, Ça s'aggrave. Parce que bien sûr, les politiques qu'a mis en place, par exemple, les droits de plantation, je reviens là-dessus, mais c'est pareil pour les quotas laitiers, hein, c'était la même époque, c'était le 1er avril 2015, hein. C'est Le Foll qui a mis ça en place, et Le Foll n'est plus là, mais sa politique aujourd'hui, on paye les conséquences d'il y a 10 ans en arrière. Voilà. Donc, bien sûr, ça s'aggrave, hein, il y a pas. Alors, les PAT. Alors, au niveau de l'Europe, il y a eu une volonté affichée
voilà, d'expliquer qu'il fallait une politique de la fourche à la fourchette. Exact. C'est l'expression de la fourche à la fourchette. Bon. Alors la fourchette, c'est les PAT, c'est-à-dire, ouais, voilà, comment on peut mettre en place cela. Et en fait, ça vient de l'Europe et c'est une obligation pour Oui, je c'est sais. une obligation, t'as pas le choix, tu es obligé de mettre ça en place. Alors moi, j'y suis en plein dedans, on va dire, enfin, un petit peu indirectement, mais je travaille, pas au niveau syndical, hein, sur les PAT, je vois à peu près comment ça se dessine. À mon avis, il va y avoir un petit problème à laquelle ils n'ont pas pensé. Alors ça, c'est juste ma pensée là aujourd'hui, hein, on verra si j'ai raison Oui, ou pas. Mais c'est beaucoup porté par les collectivités territoriales, métropoles, oui, Comcom, Agglo. Et c'est rigolo parce que la politique agricole commune est en train de se transformer en politique agricole et alimentaire ou alimentation commune. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des chambres d'agriculture qui vont être en concurrence avec des Comcom et des métropoles qui, eux aussi, vont avoir des compétences alimentaires et donc agricoles. Je oui. ne sais pas si tu vois. Si, je Donc, vois ce que tu veux dire. donc là, moi, je suis curieux de voir comment ça va se passer parce que comme il y a restriction des budgets en plus, Oui, dans les départements, etc., etc., et que les budgets ne sont pas extensibles, à un moment donné, les communautés de communes qui auront des compétences agricoles, est-ce qu'elles vont continuer à travailler et à financer les champs d'agriculture? Je ne sais pas, mais j'ai un doute. Parce que moi, je vois ce qui se passe aujourd'hui ici, par exemple la métropole de Montpellier. Voilà. Est-ce que les départements vont continuer à financer les chambres? Parce que les départements est un gros financeur des chambres d'agriculture. Ça, j'aimerais le voir dans le futur. Enfin, je prédis quand même des moments difficiles pour les chambres d'agriculture. Voilà. Et quant au projet PAT, écoute, on verra bien bah, ce que ça le donne. problème des PAT, c'est que l'agroalimentaire, les coopératives sont en train d'essayer de mettre la main là-dessus. Ils vont travailler en direct avec les collectivités territoriales, mais l'agriculteur ne va pas reprendre la facture. Donc, si on reprend pas la facture, c'est mort. Ah bah, je peux te dire que sur certaines collectivités, pas les plus petites, les premiers qui se sont rincés, c'est les cabinets d'études qui font des expertises à savoir si on peut faire ceci, si on peut faire cela, et c'est des centaines de milliers d'euros qui partent en fumée, hein. Alors, Avant qu'un pays- avant, eux, ils l'ont appliqué le coefficient multiplicateur pour eux. avant qu'un paysan il balance un coup de labour dans une terre, autant te dire qu'il y a des bureaux d'études qui vont passer pour t'expliquer que oui, vous pouvez labourer. Je te dis pas comme ça va coûter une blinde leur truc. Ça va coûter une blinde. Alors qu'il suffirait tout simplement que les paysans aient des prix pour vivre, mais à ce moment-là, il y aurait des... Parce que des jeunes qui veulent faire le métier, il y en a, hein. Il Oui. y en a. Mais des jeunes qui veulent finir au bout d'une corde, non, il n'y en a pas. Donc à un moment donné, si tu leur donnes pas le moyen d'existence, ils vont pas y aller, quoi. Et Et la pauvreté, tu la vois de plus en plus, toi qui connais bien la filière viticole, tu confirmes, parce qu'en viticulture, faut reconnaître qu'il y en a qui avaient gagné beaucoup d'argent, hein. Dans certaines appellations, ils étaient dans le haut du tableau, mais c'est pas la oui, moyenne, ça. Mais là, non. tu dis que ça s'effondre, toi. Tu le vois. Ah oui, oui, on a des... Bah, je te dis, encore ce matin, j'ai eu des témoignages comme des... Nous, on a des gros domaines de l'Hérault, hein, des gros domaines qui étaient incessamment, ils payaient plus quoi, ils payaient plus leurs fournisseurs. Ils ont planté leurs fournisseurs parce qu'ils s'en sortent plus. Ils ont le vin en cuve, ça part pas. Les stocks, c'est lourd à gérer, hein. C'est très lourd, hein, immobilisation de vin. Et voilà quoi. Et tu vois Sachant pas. que la viticulture, c'est un secteur qui emploie énormément de main-d'œuvre, saisonniers et tout, hein. Tu as le chiffre viticole à peu près? Non, tu l'as pas. Non, non, je l'ai pas. Mais C'est énorme. à l'époque, le chiffre qu'on donnait il y a 10 ans, non, il y a 15 ans, ça passe, hein. Oui. Pour 4 hectares de vignes dans le Languedoc, 4 hectares de vignes, c'était un emploi induit. Ah oui. Voilà. Ouais, c'est Et une énorme. exploitation en moyenne, ici, c'est 15 hectares. En moyenne, hein. À peu près une quinzaine d'hectares. Donc, c'est-à-dire que, voilà, ça te donne une idée à peu près de. Mais là, Ah il va y oui. avoir des plans de licenciement dans les copés, hein, dans les coopératives, hein. Les 100 coopératives ou les 120 ou 130 coopératives qui vont fermer, ça va être du licenciement, hein. Moi, dans la mienne, dans ma copé, ils vont licencier, hein. Ils pourront pas garder tout. Restructuration.
Alors, en conclusion, en mot de la fin, tu dirais quoi? Faut revenir, tes propositions, puisque tu es au MODEF, secrétaire national. Propositions concrètes. Ah ben il y en a qu'une, hein. Il faut qu'on ait des prix garantis, prix plancher, rémunérateur fixé et garanti par l'État. Nous, ce qu'on propose, c'est au MODEF, c'est parce que en fait cette revendication, on peut la formuler de différentes façons. Comment on peut la concrétiser, pardon? Comment on peut la concrétiser? Alors nous, on pense qu'il faut modifier l'article L632-1 du Code rural qui instaure les interprofessions. Et il faut que l'État revienne là-dedans et fixe un prix de plancher de départ pour la contractualisation. C'est-à-dire que l'État dit, mettons, le vin IGP, c'est minimum ce prix-là. Vous commencez à négocier à partir de ce prix-là. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'empêche pas la concurrence libre et non faussée puisque elle se réalise, mais avec un prix. Parce que tu sais qu'en agriculture, hein, c'est bon à le rappeler, nous sommes le seul secteur où on peut vendre à perte. Oui, oui, Il y a quand même un problème, hein. oui, oui. Alors moi, je proposerais, ça, vous l'enlevez, vous prenez votre pack, vous la gardez et vous nous donnez les prix pour vivre. Mais bon, là, ils ne voudront pas, je crois. Donc, Non, en attendant, donnez-nous des prix planchers. Voilà, ils font un coefficient multiplicateur. Bah, il suffit de remettre ce qui a été interdit, ce qui a été supprimé en 87. oui. On le remet et puis c'est tout. Puisqu'ils le font pour les voitures, ils veulent le faire pour les voitures, ils peuvent le faire pour nous. Le prix de l'énergie est encadré aussi, hein, comme tu le sais. Oui. Oui, alors bon, ouais. Mais là, en Bon, ce moment, là, il y a eu des problèmes, mais autrement, c'était encadré. L'État donne oui, son mot. bien sûr, oui. Ah oui, 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 bien sûr. Oui, oui, oui. Voilà, comme plein d'autres choses, hein. L'armement, par exemple, quand Dassault vend un Rafale, euh, ils ne le vendent pas à perte, hein. Non. Voilà, donc non, non, il faut ça parce que sinon on va avoir notre viticulture qui va partir en fumée, quoi. Ça c'est sûr, hein. D'accord. Bon, très bien. Donc, c'était ton mot de la fin, Didier? Oui, voilà. Peut-être aller boire. T'avais autre chose à rajouter, non? Non, 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 je vais peut-être boire l'apéro maintenant. Bon, et je te dis merci et t'hésites pas à me rappeler si tu veux intervenir. Bah, je pense que là, il va falloir. Si, j'ai un petit truc, un petit message à faire passer. Vas-y. Je peux. Nous avons le 6 février, nous avons eu le résultat des élections aux chambres d'agriculture. Oui, Et pendant un an, on a eu droit à ce que j'appelle moi du cinéma, le cinéma de la révolte des paysans, qu'en fait était la révolte de certains syndicats. oui, Syndicats qui sont passés dans les médias, à qui on a ouvert grandement les portes, à qui on a offert les micros ouverts en permanence. Et aujourd'hui, donc, ben, ça doit aller vachement mieux pour les agriculteurs parce que on les voit plus manifester. On voit plus personne. Et alors, je leur dis, les copains, là, c'est que ça va mieux parce que là, on vous voit plus, hein. Alors peut-être qu'ils ont du temps parce qu'il faut qu'ils comptent les sous qu'ils ont gagnés aux élections, hein, mais pour les paysans, en tout cas, voilà quoi. Comme j'ai dit, il y a eu des gagnants aux élections chambres. Il y a eu un gagnant surtout, un grand gagnant. Mais les gros perdants, ce sont les paysans, ça c'est sûr. Parce qu'on le voit aujourd'hui, hein. On voit bien que ça ne les intéresse pas, hein, le sort des paysans, quoi. Hormis les élections, ça ne les intéresse pas beaucoup, quoi. Voilà. eh ben, écoute, merci beaucoup, Didier. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Merci. À Au bientôt. revoir. À la prochaine. À la prochaine, ouais.